Bonjour à tous. Donc, je m'occupe du centre de référence des maladies vasculaires rares à l'hôpital Pompidou, à Paris. Et je dirige également une équipe de recherche juste sur ce centre. Parmi les maladies vasculaires rares dont on s'occupe, il y a le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Alors, ce n'est pas la majeure partie des syndromes d'Ehlers-Danlos, mais c'est un d'entre eux. Et on a fait un effort particulier sur cette pathologie depuis une dizaine d'années dans l'organisation des soins, dans également, au mieux, l'organisation de la recherche clinique ou fondamentale correspondant à ça. Et donc, je vais vous donner quelques aspects, puisqu'on m'a demandé les actualités correspondantes. Donc ça, c'est la structuration du centre. Et vous avez en vert également ce qu'on appelle les centres de compétences. Donc, vous avez un maillage national un petit peu des équipes qui travaillent ou qui peuvent accueillir des patients avec syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire et pour lesquels on a des correspondants aussi bien à Lyon qu'à Bordeaux, qu'à Nantes, etc. Ce centre, vous savez, les centres de référence sont organisés en filière maintenant depuis 1 an, 2 ans. Et donc, on appartient non pas à la filière des maladies du métabolisme ou d'autres filières neuromusculaires, mais à la filière des maladies vasculaires en France, en raison de la pathologie vasculaire correspondante, filière qui rassemble à la fois les syndromes de Marfan et apparentés, ainsi que les maladies de Randu-Oster. Ça, c'est notre activité clinique. Vous voyez que la plupart du temps, on voit des gens essentiellement en consultation, c'est le bleu clair, et puis parfois en hôpital de jour et parfois en hôpital classique. Et vous voyez que depuis une petite dizaine d'années, ça n'arrête pas d'augmenter, c'est légitime, c'est le rôle d'un centre de référence. Au départ, il n'est pas vraiment connu, puis au fur et à mesure, on voit de plus en plus de patients, et on a une file active à peu près de 150 patients avec syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire qu'on voit à peu près annuellement, et il y a un peu plus de 300-350 patients qui ont été vus dans le centre. Donc simplement, pour vous rappeler, mais vous le savez bien, c'est une pathologie qui est un peu particulière dans le sens où, pour le coup, le gène est connu. C'est un collagène fibrillaire, le collagène de type 3, qui s'arrange sous une forme de homotrimère, c'est-à-dire qu'il va s'arranger tout seul, mais il va interagir avec d'autres collagènes, et comme l'a dit Sylvie, également avec des protéines de la matrice extracellulaire. Et la plupart du temps, les gens n'ont que des signes mineurs, au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Et les signes mineurs, c'est des fragilités constitutives. On a plus facilement des chocs qu'une autre personne, des hématomes qu'une autre personne. Mais en fait, et puis un visage un peu gracile souvent, une petite hyperlaxité cutanée, mais il n'y a pas d'hyperlaxité articulaire distale, mais il n'y a pas d'hyperlaxité cutanée. Et en fait, la grande sévérité de ce syndrome d'Ehlers-Danlos dit vasculaire, c'est que comme le collagène de type 3 est exprimé en grande partie dans les vaisseaux, ces défauts de collagène de type 3 vont entraîner la possibilité de faire des lésions vasculaires de ce type-là. C'est-à-dire que vous avez ici une aorte dans une IRM, et vous avez une dilatation au niveau des artères iliaques, des artères qui vont vers les jambes. Alors la dilatation en soi, ce n'est pas dangereux. Le problème, c'est qu'en raison du défaut de collagène, les petites déchirures qui vont se faire peuvent entraîner des ruptures complètes. Évidemment, si on rompt une aorte, si on rompt une grosse artère, le risque, c'est de faire une mort subite correspondante. Donc souvent, les ruptures sont contenues, mais il arrive parfois qu'il y ait une mortalité liée à cela. Souvent, c'est au cours d'un effort sportif, au cours d'un stress, au cours d'un traumatisme physique. L'autre point qui peut arriver, c'est des ruptures digestives, en particulier au niveau du sigmoïde, du côlon, parce qu'il y a des zones de fragilité au niveau de la paroi, ce qui fait qu'on peut, en zone de constipation par exemple, ou d'une endoscopie, avoir une rupture et ça fait une perforation. Et donc on est obligé d'être opéré en urgence par rapport à ça, avec un risque éventuellement de récidive. L'âge moyen de la première complication, c'est 25 ans à peu près. Donc ça veut dire que pratiquement à l'âge de 60 ans, tout le monde a fait au moins une complication et que en moyenne, à l'âge de 25 ans, on a fait une complication digestive, vasculaire ou utérine. Donc vous voyez que c'est quand même un problème de précocité et de sévérité de cette pathologie sans qu'on sache exactement à quel moment ça va survenir. Et ça, c'est un vrai problème. En dehors de ça, en dehors des traumatismes éventuels, on ne sait pas qu'on peut survenir ce genre de choses. Et on avait dans l'hôpital montré qu'il y a environ 6 ou 7 ans, qu'un traitement bêta-bloquant qui s'appelle le céliprolol pouvait, parce qu'il diminue un peu la pression artérielle et le stress artériel, favoriser le fait qu'on fasse un peu moins d'événements quand on prend ce traitement de façon chronique que si on n'en prend pas. Il y avait une réduction de l'ordre de 40%, ce qui était aussi évidemment très important. On a une équipe de génétique à côté et il y a tout un tas de mutations. Et donc les gens ne se ressemblent pas complètement. Il
il y a une grande variabilité. Il y a des gens qui vont avoir des événements à 20 ans, puis d'autres qui à 60 n'en ont pas. Ou qui en fait ont eu des petits événements ou des petites dilatations artérielles, mais ils ne le savent pas. Il faut vraiment qu'on fasse un examen pour le savoir. Il nous est arrivé en consultation de voir des jeunes qui ont 20-25 ans, qui viennent pour une première complication, ils ont fait une perforation digestive par exemple. On s'aperçoit compte tenu de l'ensemble des symptômes qu'en définitive ils ont vraisemblablement ce syndrome, on fait la recherche de mutation, elle est positive, et on s'aperçoit que le papa ou la maman, qu'on voit après en consultation, est porteur lui-même, sans qu'il le sache auparavant. Donc il y a quelquefois des effets à rebours comme ça, où une génération atteinte ne se savait pas vraiment atteinte parce qu'elle a la chance d'être passée à côté des graves complications, et c'est l'enfant qui l'a. Et le plus souvent, à l'inverse, c'est dans l'autre sens aussi. Donc les deux peuvent se voir. Et très schématiquement, vous avez en bleu foncé ici ce qu'on appelle la triple hélice de collagène, en termes de gènes, et donc celle qui va être le collagène mature des fibrilles, et puis ce qui est en amont et en aval qui va faire en sorte de comment produire le collagène dans la cellule ou comment le maturer. En fait, c'est clivé à la fin, autrement c'est coupé par des enzymes, et la triple hélice, elle est simplement en bleu, comme vous le voyez là. En fait, vous ne le voyez pas du fond, mais toutes ces petites marques-là, c'est toutes les mutations qui ont été retrouvées. Il y a plus de 300-500 mutations qui ont été retrouvées sur le collagène. Donc pratiquement toutes les séquences peuvent être modifiées au hasard. Et certaines d'entre elles, ça n'apporte pas grand-chose, d'autres, ça apporte un symptôme plus important. Et donc, ça, on a essayé de regarder un petit peu s'il y avait une relation entre le type de mutation et les événements. Vous avez en rouge ici, complètement à gauche, les mutations qu'on appelle les mutations qui surviennent sur des glycines. Donc c'est un acide aminé particulier qui est petit et qui est très important dans l'enroulement de la triple hélice. Si vous changez cet acide aminé pour une bille plus grosse, j'allais dire, et en fait l'enroulement va se faire moins bien et la fibre de collagène sera moins bien produite parce qu'effectivement elle va être modifiée en termes de structure. Comme elle est moins bien produite, vous en avez moins et vous n'avez qu'une faiblesse entre guillemets sur le collagène de type 3. Les mutations glycines, c'est à peu près 2/3 des cas des mutations. Et c'est les plus sévères en termes d'âge de survenue. En moyenne, vous voyez que 50% des gens, ils ont fait un premier événement vers l'âge de 20-22 ans. À l'inverse, quand on a des mutations qui surviennent plutôt sur les parties terminales, comme je vous l'ai montré, à gauche ou à droite, eh bien, là, pour le coup, 50% des gens vont avoir un premier événement environ vers 40 ans. Donc il y a des différences de l'une à l'autre personne en termes de sévérité en fonction du type de mutation. Ça n'explique pas tout, mais ça explique une partie des mutations. Je vous donne 2 exemples de ce qu'on fait en termes d'activité de recherche. Une partie très clinique, on fait un registre de patients. Et puis une partie très fondamentale, on fait des souris qui ont le même genre de choses pour, comme on dit, comprendre, réagir, essayer de comprendre le mécanisme et puis ensuite derrière comment comprendre le traitement. Donc en fait, entre 2006 et 2016, on a pris en charge au fur et à mesure des patients, on a collecté des données, on a essayé de les prendre en charge au mieux. Et il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un appel d'offres au niveau national pour faire des cohortes nationales financées par l'État, financées par l'INSERM. Donc on a envoyé notre demande par rapport au syndrome de l'Alzheimer vasculaire, on a été sélectionné. Et ce qui fait qu'en 2015, il y a eu tout un échafaudage d'une base de données qui va être disponible sur Internet, d'une cohorte, où en fait chacun des centres que je vous ai montrés au départ va pouvoir remplir les données propres à son patient. Donc je vois monsieur X, madame Z, je sais que ce monsieur X ou madame Z a une mutation sur le collagène de type 3 parce que ça a été montré au niveau du laboratoire. Il a été rentré administrativement, évidemment, il y a tout un processus CNIL pour que tout ça soit anonymisé et appartenant au patient correspondant. Je vais pouvoir rentrer ces données. D'une part, de ce fait-là, je favorise l'établissement d'un registre national, ce qui fait que l'ensemble des patients au niveau national vont pouvoir être répertoriés. Et d'autre part, ça favorisera l'ensemble des données au fur et à mesure, de façon prospective, de savoir précisément, d'une part, les signes des patients, et puis d'autre part, leur devenir. Parce que pour l'instant, on a chacun des petits systèmes informatisés dans chacun de nos hôpitaux, mais rien n'est unifié. Donc l'objectif, c'est d'aller dans ce sens-là. Et donc on va avoir dans un mois maintenant, ce qu'on appelle un kick-off meeting, c'est-à-dire un début d'étude qui va regrouper 15 centres experts et on va se faire ça. Donc très simplement, l'idée c'est qu'à partir d'un centre qui suit le patient à gauche, une fois qu'on sait qu'il a une mutation, il va pouvoir rentrer ses données, on va avoir tout un tas de visites qui vont suivre et on a un suivi initialement sur 3 ans, sachant que ce suivi par la suite sera indéfini.
Donc là, je vous montre une connexion Internet. Les médecins peuvent se connecter directement comme ça, comme il est classique on met son nom, son mot de passe. Et derrière, on va aboutir à, vous ne le voyez peut-être pas au fond, à une base de données dans laquelle on va pouvoir rentrer des items. Alors, c'est des items de nom, prénom, d'âge, de poids. Et en fait, vous avez tout un tas de feuillets qui correspondent au diagnostic, aux antécédents familiaux, aux complications artérielles éventuellement, aux complications digestives ou pulmonaires, tout un tas de données comme ça, aux données socio-professionnelles éventuellement. Il peut y avoir un rôle important des facteurs socio-éducatifs dans le suivi, dans des questionnaires de satisfaction de vie. Il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent être rentrées. Et donc, quand c'est rouge, c'est pas encore rentré, quand c'est vert, c'est rentré, puis on suit au fur et à mesure ça. Donc je passe parce que c'est vraiment du remplissage informatique, mais pour nous, ça va être essentiel que l'ensemble des centres puissent effectivement le faire. Et vous voyez qu'il y a comme ça un arbre vasculaire. On a essayé de faire en sorte que ce soit facile pour les médecins de rentrer. Donc pour l'instant, ils sont obligés de, par exemple, si on a, comme je vous l'ai montré, une lésion au niveau d'une artère de jambe, faut coder le numéro 58. Mais en fait, par l'informatique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement cliquer sur l'artère de jambe, puis ça rentrera automatiquement le numéro 58. Donc il suffira simplement au médecin de dire c'est là, 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 et puis il y a un remplissage automatique qui se fera. Donc on va essayer d'avoir des solutions les plus pratiques possibles pour que les médecins, dans chacun des centres de référence, des centres experts, pardon, ou centres de compétences, puissent effectivement rentrer ces données. Et ensuite les exporter comme ils le veulent. Et puis, comme je disais, il y a des questionnaires de qualité pour faire en sorte de dire est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on ne va pas bien, quels sont nos problèmes actuels. Et on est en train actuellement de faire une étude qui s'appelle l'étude repère, pour laquelle il y a tout un questionnaire qui va être proposé sur Internet aux patients qui auront de nouveau un numéro de code, un identifiant. Et évidemment, tout ça sera déanonymisé par la suite, de façon à ce que les choses ne soient pas remplies et ne reviennent pas vers vous, mais qui pour nous seront importants, bien entendu, pour savoir, pour ce type de syndrome d'Ehlers-Danlos, quelle est la qualité de vie, en tout cas des patients actuels. Alors, je vous donne un exemple de ce qu'a été une exploitation prospective comme ça, des données sur le passé, même si on n'a pas encore cet outil informatique. Ce qu'on a fait au fur et à mesure des années, c'était de voir, parce qu'on ne savait pas vraiment, quel était le nombre de lésions artérielles éventuelles chez des patients qui nous venaient avec syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, mais qui se plaignaient de rien, ou qui avaient quelque chose, mais par exemple au niveau de la jambe, mais on ne savait pas vraiment si éventuellement au niveau du cou ou d'autres artères, ils avaient quelque chose. Et puis on a fait donc ce qu'on appelle un angioscanner, c'est-à-dire un scanner au niveau artériel, et puis on l'a refait 1 ou 2 ans plus tard. Et ça sur une série d'un peu plus de 70 patients. Donc le résultat, je suis désolé, c'est en anglais parce que je n'ai pas eu le temps de corriger les diapositives en français, mais c'est très technique et c'est très simple à suivre. Au niveau des artères du cou, on a vu qu'il y avait au moins une lésion dans 2 tiers des patients. Donc ça veut dire que des petites lésions des artères, elles sont très fréquentes au niveau du cou. Au niveau de l'abdomen, c'est à peu près la même chose, plus d'une lésion dans 62% des cas. Et au niveau des artères iliaques, celles que je vous ai montrées au départ, dans 40% des cas. Et en moyenne, une personne qui est atteinte de syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire que nous avons vu, alors le plus souvent elles sont au départ symptomatiques, mais d'autres sont asymptomatiques, elles ont au moins 5 ou 6 lésions détectables sur les vaisseaux. Alors on peut avoir une lésion, être parfaitement stable, ces lésions, elles ne seront pas pertinentes, ou en tout cas elles ne seront pas parlantes par la suite. Mais évidemment, toutes ces lésions-là, elles peuvent se déchirer un peu plus, d'où l'importance pour nous d'avoir un état des lieux, de les traiter au mieux et de voir leur évolution par la suite. Souvent on dit, et malheureusement on avait mis ça dans des sites internet ou dans des articles, qu'on a une espérance de vie réduite quand on a cette pathologie-là. Et on avait au départ un article américain en 2000 dit qu'il y avait une espérance de vie autour de 50 ans. Et ça, c'est terrible parce que quand moi j'en ai 48, je me dis à 50, ça y est, je suis foutu. Et en définitive, quand on dit une espérance de vie, il faut comprendre que c'est une moyenne. Si on regarde l'ensemble de la population, on a une espérance de vie à 82 ans pour les hommes, un peu plus pour les femmes. Mais ça compte le fait qu'il y a des jeunes qui meurent de suicide, d'accidents de la route, puis il y a des gens qui vont à 100 ans et au-delà. Et moi, quand j'ai 58 ans, j'ai beaucoup plus de chances d'aller au-delà de 82
que si j'en avais qu'à ma naissance, parce que j'ai passé toutes les étapes de mortalité auparavant. Donc ça, c'est une première chose qu'en termes de calcul d'espérance de vie, souvent on ne connaît pas. Donc une moyenne comme ça ne veut pas dire grand-chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu au fur et à mesure des années que la prise en charge des personnes, en définitive, modifiait considérablement l'espérance de vie. J'ai vu la semaine dernière un patient que je connais maintenant depuis pas mal d'années, il a 78 ans. À l'âge de 30 ans, entre l'âge de 30 et 35 ans, il a fait des lésions artérielles disséquantes extrêmement sévères. Il a failli mourir à plusieurs reprises. En définitive, il a été correctement traité. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, il est parfaitement stable. Il fait du vélo. Il court de façon régulière. Probablement, je ne le suivrai pas sur certaines choses. Et donc, pour vous dire qu'il peut y avoir, dans toutes les pathologies que nous avons, et encore plus dans celle-ci, des moments de phase extrêmement aigus. En définitive, on a notre pronostic vital qui est en jeu, et puis on passe cette étape-là, et puis ça va beaucoup mieux par la suite. Donc, ce monsieur-là, statistiquement, il aurait pu mourir à 30 ans, mais il est toujours vivant à 78, et j'espère que lui, sa mère avait été centenaire, il le sera aussi. Enfin, je ne pense pas qu'elle ait été atteinte des lésions vasculaires. Dernier point, et je vais m'arrêter là. Ce qu'on fait, nous, au niveau de notre centre clinique, c'est d'être associé à une équipe de recherche au niveau de l'INSERM. Donc, il y a des parties à gauche où on va faire essentiellement de l'activité clinique de recensement, c'est ce que je vous ai montré, ou de relation avec de la génétique. Il y a des gens qui s'occupent de façon très fine de faire des échos avec des techniques nouvelles pour voir si éventuellement on peut détecter des lésions vasculaires avec des épaisseurs carotidiennes qui sont le plus souvent plus fines chez ces sujets-là, comme pour la peau, comme pour d'autres choses, et de voir si on peut avoir comme ça un marqueur de sévérité. Est-ce que parce que j'ai 300 microns versus ma voisine qui a 400 microns, je suis plus sévère ou moins sévère que ça? J'en sais fiche rien. On fait tout un tas d'activités cellulaires et animales, un petit peu comme Sylvie Fournel vous l'a montré par avant, pour essayer de comprendre sur des fibroblastes de patients, voir sur des fibroblastes en culture standard qu'on modifie, quel est le rôle de ces variants du collagène et comment on peut les modifier. Et puis on fait aussi des études chez la souris, et je vous montrerai simplement une ou deux diapositives. L'intérêt des souris, qui sont des gentils petits animaux qui meurent de temps en temps, c'est le fait de pouvoir se reproduire rapidement. Donc une souris, en 21 jours, elle met bas. Donc l'intérêt, c'est qu'on a une production assez rapide de quelque chose. La deuxième chose, c'est que c'est un mammifère, c'est pas un poisson, donc ça nous ressemble un peu plus qu'un poisson. Et on peut avoir de ce fait-là un modèle qu'on va regarder assez finement, sur lequel on va pouvoir travailler certaines choses. Alors ça ne ressemble pas à l'homme pour beaucoup de choses, hein, donc les modèles, quelquefois, ils ont leurs limites. Mais ils nous donnent quelques éléments. Il y a deux types de modèles qui ont été développés pour le syndrome de l'Ehlers-Danlos vasculaire. D'une part, un modèle qu'on appelle KO, c'est-à-dire on supprime le gène, une copie ou deux copies du gène. Vous savez qu'on a deux copies systématiquement de tous nos gènes, excepté pour les chromosomes X et Y. Et quand on supprime les deux copies du gène, là, ça va vraiment pas bien chez ces souris. Il y a une mortalité immédiate, pratiquement suivant la naissance. Et donc, elles sont peut-être pas très utilisables, excepté celles qui ont une seule copie, mais qui ont un peu de symptômes. Et puis, une des souris qu'on a créées dans notre laboratoire, qu'on appelle KI, c'est-à-dire qu'elles ont simplement une mutation, comme les patients. On va simplement créer une mutation ponctuelle. Et donc, ce que nous avons vu, je vous montre simplement quelques résultats, c'est que, on va passer ça, ces souris-là, elles ont aussi bien chez les mâles et les femelles un poids et une taille normale, elles ont une pression artérielle normale. Par contre, quand on regarde, elles ont une surmortalité très importante, en particulier chez les mâles, c'est-à-dire que sur 24 semaines de vie, 6 mois de vie, une souris, ça vit à peu près 1 an et demi, 2 ans. Sur 6 mois de vie, on a une mortalité chez les mâles de l'ordre de 50%, par rupture aortique. Elles dissèquent leur aorte. Les hommes, ils dissèquent leurs artères plus fines. Ici, ils dissèquent leur aorte. Et les femelles sont moins sévèrement atteintes. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, si c'est un problème d'agressivité dans les cages ou bien s'il y a un problème lié vraiment au traitement, aux hormones. Elles ont, comme les hommes, des artères plus fines au niveau de ce qu'on appelle l'épaisseur intima média. Donc quand on regarde, elles ont plutôt les artères plus fines que les souris qui n'ont pas la mutation. Elles ont des fibres de collagène qui sont altérées. Vous voyez à gauche
des fibres de collagène, ces ronds comme ça, qui sont à peu près régulières. Et vous voyez à droite des fibres de collagène qui sont un peu moins denses et qui sont quelquefois un peu plus grosses. Et ça montre bien que le défaut de production du collagène de type 3 va entraîner une altération de sa production de façon générale, une altération de son assemblage avec le collagène de type 1, qui est également très important dans l'organisme et dans les vaisseaux, et qui fait en sorte d'établir cet état de faiblesse du vaisseau. Et enfin, et j'en terminerai là, on a fait des tests de médicaments. On a regardé si on donne un médicament, puisque 50% d'entre elles vont mourir de rupture aortique, est-ce que si on donne un médicament A par rapport à un médicament B par rapport à un médicament C, il y a ou non quelque chose d'intérêt? Donc, vous avez ici la mortalité normale, enfin entre guillemets normale, 50%, c'est la courbe noire des souris qui n'ont pas de traitement. Quand on donne un traitement bêta-bloquant, ça améliore un peu les choses, mais vous voyez que ça n'améliore pas beaucoup les choses, c'est un peu mieux. Ça, c'est la courbe de survie, donc il y a un peu plus de survie avec le vert qu'avec le noir. Et quand on donne le traitement bleu, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Le traitement bleu, c'est un médicament qui est très connu dans l'hypertension, qui est un inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine 2. Et donc, on a refait ces expériences, on a testé d'autres médicaments, etc. Et donc, on a maintenant lancé chez l'homme un essai de traitement, de nouveau avec les 15 centres dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui voient ces patients-là, où en plus du traitement par céliprolol, qui est le traitement de base, on va rajouter ce médicament, qui s'appelle ici de l'irbesartan, mais peu importe, ou bien on va rajouter du placebo. Ni le patient, ni le médecin ne savent si c'est un placebo ou si c'est vraiment, malheureusement, entre guillemets, le jeu qu'il faut jouer pour faire en sorte d'être sûr qu'il n'y ait pas de biais dans ce genre d'activité. Ils ont le traitement optimal par le céliprolol, mais on rajoute ou non un traitement supplémentaire dont on ne sait pas en définitive si ça va faire quelque chose de plus ou quelque chose de moins. Et donc les gens sont suivis sur 2 ans. L'étude a commencé en début d'année. Il y a une trentaine de patients déjà qui ont été inclus. On espère inclure une centaine de patients et on a la réponse à peu près dans 4 ans. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention.